Ravi de vous rencontrer. Romain Foix, je suis en charge des opérations chez Dataiku, donc avec Damien de Showroom Privé. Je vais laisser Damien parler de la réalité de ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est une des rares sociétés qui met des modèles en production depuis maintenant bientôt 5 ans. C'est quand même un historique assez conséquent sur un domaine qui est pourtant très jeune. Mais avant ça, je voulais faire une brève introduction sur les concepts dont on parle aujourd'hui. Le concept d'opérationnalité. Bon, honnêtement, de quoi on parle? Ce n'est pas évident à comprendre. On dit opérationnalisation, mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière, à part un mot extrêmement difficile à prononcer? L'opérationnalisation part d'un postulat simple. Dans les projets de données classiques, on a tendance à dire que 80% du travail, c'est la préparation des données. 20% du travail, c'est l'entraînement des modèles. Une fois qu'on a fait les deux, 80% de préparation de données et 20% d'entraînement du modèle, qu'est-ce qu'on a? On a un data scientist content. C'est super d'avoir un data scientist content et on espère que tout le monde est content, mais il y a un grand écart entre avoir un data scientist content, et vous ne savez pas à quel point c'est difficile de trouver une image pour représenter un data scientist content d'ailleurs. C'est très bien d'avoir un data scientist content, mais c'est extrêmement différent d'avoir, là c'est censé être une présentation, d'une entreprise contente, d'avoir réussi à atteindre la valeur que le cas d'usage qui était travaillé serait capable de débloquer. Et pourquoi? Parce que ce qui manque, c'est une chose. Cette chose, c'est l'opérationnalisation. Qu'est-ce qu'on met dans l'opérationnalisation? Tout ce qui va de j'ai un modèle à j'ai de la valeur. Et on ne parle pas ici de 80% de préparation de données et 20% de création d'un modèle, mais plutôt de 300-400% d'opérationnalisation. Parce que c'est toute la partie réellement difficile à partir du moment où on a le modèle. Ça couvre quoi? Ça couvre le refactoring et l'optimisation, ça couvre l'adaptation à l'environnement de production, ça couvre la mise en place des règles et des contrôles sur la façon dont le modèle et les données vont se comporter, la mise en place des stratégies de réentraînement, les tests et les documentations, les déploiements, suivi et maintenance, et finalement tout un ensemble d'étapes essentielles pour pouvoir passer d'un script sur le laptop d'un data scientist à une vraie valeur dans l'environnement opérationnel et commercial de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que l'opérationnalisation, c'est aussi difficile? Quand je dis là 80, 20 et 300, sont des ratios qui sont des ratios qu'on voit souvent, et même souvent pire que cela. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a l'habitude de travailler et de réfléchir au design des projets. Quand on veut designer un modèle, on va aller chercher toutes les données possibles. Et tout ce qui peut être utilisable et utilisé, on va aller regarder où est-ce qu'on peut le trouver et comment le faire. On va utiliser les dernières technologies pour avoir la meilleure performance possible. On va surtout se concentrer sur l'agilité, la rapidité d'expérimentation. On va maximiser la performance du modèle. Alors que quand on parle d'opérationnalisation, on a un paradigme de développement qui est complètement différent. On a beau partir du même socle théorique, qui est le modèle, on va plutôt travailler et essayer de limiter les données utilisées, s'il faut que ce soit les données utilisables en production et qu'on sache générer avec confiance, utiliser des technologies éprouvées. Quand on a un système qui vient soutenir une activité quotidienne de production, on ne peut pas se permettre d'avoir un bug inattendu qui survient. Favoriser la robustesse sur l'agilité et la performance, et maximiser plutôt la performance d'exécution à la performance statistique du modèle. Donc c'est ça, en un mot, l'opérationnalisation. Comme c'est quand même un petit peu difficile à prononcer, d'ailleurs je suspecte que la seule raison pour laquelle je suis là sur scène, c'est parce que je suis une des rares personnes qui arrive à dire opérationnalisation correctement 9 fois sur 10, à peu près. On a une petite abréviation pour ça, que vous allez peut-être voir à d'autres occasions durant cette présentation et d'autres cet après-midi. On appelle ça OCZ, qui est une compression très simple d'opérationnalisation sous un mode un peu geek, avec des chiffres dedans, donc tout le monde est content chez Dataiku, et plus facile à prononcer qu'opérationnalisation. Comme je l'ai dit, c'était une introduction rapide sur de quoi on parle quand on parle d'opérationnalisation, mais maintenant qu'il faut parler du fond du sujet, je passe la parole à Damien qui pourra vous raconter des vraies expériences autour du sujet. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Damien, je m'occupe de la data et de l'innovation chez Showroom Privé. Vous m'entendez bien? Ouais, ok. Showroom Privé en quelques mots, donc on est une société de vente en ligne créée en 2006. On est présent dans 7 pays. En termes de chiffres, en 2018, on a fait un peu plus de 600 millions de chiffres d'affaires net. Et ça représentait à peu près 3,5 millions d'acheteurs uniques. La data science chez Showroom Privé est arrivée un petit peu après 2014.
où dans les premières années, on a passé beaucoup de temps à structurer nos données et à exploiter nos données d'un point de vue descriptif. Donc être capable de comprendre nos données et que nos métiers puissent prendre des décisions data-driven à partir des indicateurs qu'on leur mettait à disposition. Puis est venue l'année 2014. En fait, l'année 2014 a succédé à l'année 2013, facile. Et en 2013, le buzzword, c'était Big Data. En 2014, le buzzword, c'était Data Science. Donc on s'est dit, peut-être qu'on regarde, il y a peut-être des choses intéressantes pour nous. Et l'e-commerce, il y a énormément de use cases qui s'y prêtent. Donc on a commencé en 2014 avec comme stratégie d'optimiser notre expérience client, d'optimiser éventuellement notre revenu et puis nos process internes. Depuis 2014, on a environ réalisé une quinzaine de projets. Et aujourd'hui, j'ai une petite équipe de 4 talentueux data scientists. Alors je vais vous introduire le terme un peu hype de ma présentation. Moi je les appelle des full stack data scientists. Pourquoi full stack? Tout simplement parce qu'ils participent à l'ensemble des étapes d'un projet data science. Ils sont là à la collecte de la problématique métier, à sa traduction en projet de data science, en modèle, en algorithme, à la mise en production et au suivi en production des performances du modèle et du projet. Donc ils ont un adage qui vient du CTO d'Amazon, c'est « You build it, you run it ». Donc ça tombe bien, parce que du coup l'opérationnalisation, pour moi, j'ai réussi à le dire, on y pense en fait à chaque moment de notre projet et on est responsable en fait d'aller mettre ce projet en production. Donc pour nous, c'est à chacune des étapes où on vient y penser. Je vais vous raconter plein de choses sur ces différentes étapes. C'est du vécu, donc ça fait 5 ans qu'on fait des mises en production, ça fait 5 ans qu'on a des modèles qui tournent. Il y a des choses qui se sont bien passées, des choses qui sont moins bien passées, et on a appris avec le temps à s'améliorer et donc à mettre quelques contrôles tout au long de la chaîne de création d'un projet data science. Donc pour commencer, dès le démarrage, donc dès qu'on a la problématique métier et qu'on a déterminé comment on allait traduire cette problématique métier en modèle de data science, la première chose qu'on fait, c'est qu'on schématise la pipeline du projet en production. Donc on vient tout de suite se projeter sur quel va être mon projet en production, comment il va fonctionner, quelles vont être mes grandes briques. Et ça a pour vertu déjà de valider bien la finalité avec le métier. Souvent, quand le métier vient nous voir avec sa problématique, nous on la traduit en tant que data scientist, en modèle, en scoring, etc., en score. Mais un score, ça n'a pas de valeur tant qu'il n'est pas actionnable, tant qu'il n'est pas dans un but d'utilisation pour résoudre la problématique du métier. Ensuite, ça permet aussi de poser les principales contraintes. C'est des projets informatiques, donc il y a des problématiques d'interface technique, d'accessibilité aux données et des problématiques de timing également. Enfin, ça permet aussi tout de suite d'identifier les autres équipes partenaires qui vont être à mobiliser, et quelquefois l'IT, quelquefois l'UX. Voilà, on a différents partenaires qu'il faut mobiliser et il faut pouvoir les avertir qu'on va avoir un projet ensemble et qu'on va devoir les mobiliser. Ensuite, vient le temps du design du projet. Alors ce que j'entends par design, c'est la phase où on va créer le modèle. Dans cette phase-là, ce qu'on veut, c'est anticiper deux choses. La première chose, c'est anticiper des erreurs qu'on pourrait commettre dans cette étape-là et qui nous empêcheraient de passer en production. Et donc devoir revenir sur cette étape pour modifier les choses. La deuxième chose qu'il faut anticiper, c'est la plus importante, c'est d'éviter d'avoir des effets qui seraient imprévisibles sur notre chaîne de production et très compliqués à analyser. Typiquement, on a un modèle qui a des performances qui ne correspondent pas à notre modèle d'entraînement. Quelquefois, c'est tout simplement parce que là, à cet endroit-là, on a fait des mauvais choix. Le premier choix, c'est très trivial, mais sa population d'études, la population qu'on va mettre dans notre dataset pour entraîner notre modèle, il faut qu'elle soit correctement distribuée et correctement distribuée par rapport à notre production. Deuxième étape, le choix des features. En tant que data scientist, on a souvent à disposition un data lake ou un patrimoine de données assez important. On peut faire plein de choses de ces données, on peut en créer plein de features, on est assez créatif généralement à cette étape-là. Pour partir en production, il faut s'assurer de deux choses. Est-ce que ces données-là sont bien disponibles en production? Et si elles sont disponibles en production, est-ce qu'elles sont disponibles dans le bon timing par rapport à ce que mon modèle est en train de prédire?
On peut créer plein de features, on peut créer plein de modèles. On est à l'ère où les modèles sont de plus en plus complexes. On a aussi beaucoup de puissance machine pour pouvoir les entraîner. Donc souvent, l'étape de sélection de features, c'est quelque chose qui peut ne plus vraiment être très bien réalisé dans les projets. Le problème, c'est que plus on a de features dans notre modèle, plus déjà ça va être du refactoring de code à l'étape suivante, plus ça va mettre du temps à se calculer, et on augmente aussi les erreurs possibles en production. Donc l'étape de sélection de features reste une étape primordiale pour qu'en production ça se fasse bien. Enfin, il faut trouver le bon trade-off entre performance et OCZN. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, notre but, c'est d'impacter le métier, c'est d'impacter le business. Donc on ne peut pas se permettre de dire « laissez-moi 3 mois, il faut que j'augmente de quelques pouillèmes de % mon métrique d'entraînement ». Non, ce qu'on veut, c'est on a un modèle, on est confiant sur ses performances, on veut l'amener en production, on veut tester, on veut itérer. Le meilleur exemple, je pense que beaucoup de gens dans la salle l'ont en tête, c'est le Netflix Prize, donc une compétition qui avait été organisée par Netflix de Data Science, où pour $1 million, il fallait qu'un data scientist ou une équipe de data scientists arrive à améliorer leur métrique de 10%. Le projet qui a gagné n'a jamais été mis en production par Netflix. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, il s'est passé 3 ans entre le démarrage de la compétition et l'équipe finale, et l'équipe qui a gagné. En 3 ans, Netflix était passé d'une boîte qui louait des DVD à un acteur majeur de streaming online. Deuxième raison, c'est que c'est une compétition de data science, donc je ne sais pas si vous en avez fait, mais généralement on a accès à un ensemble de données qui est souvent très réduit, c'est un toy dataset. Donc eux, ils avaient un toy dataset de 100 millions de lignes, c'est quand même pas mal. Donc le modèle tournait bien pour 100 millions de lignes. Le problème, c'est que Netflix avait 5 milliards de lignes à scorer. Donc c'était pas du tout possible, du moins à l'époque. Et enfin, les ingénieurs de Netflix ont considéré que l'effort technique nécessaire pour pouvoir productionnaliser ou opérationnaliser, pas facile à dire aussi, ce projet, du coup, cet ensemble de modèles, c'était un ensemble d'une centaine de modèles, tous aussi compliqués les uns que les autres, ne valait pas en fait le coup. Donc, bien penser, opérationnalisation, c'est aussi simplification et c'est aussi résultat. Donc maintenant, c'est bon, on a un modèle, il est prêt, on veut préparer la mise en production. On veut du coup implémenter notre fameuse pipeline qu'on a schématisée au départ. Première chose, il faut découper cette pipeline, il faut la splitter. On va splitter au maximum, tout simplement pour avoir un debugging plus simple si jamais il se passe des choses en production. Donc on évite les gros morceaux de code qui sont quelquefois un peu complexes à débugger. Deuxième chose, on fait une review des features. On a calculé nos features dans notre projet d'entraînement, dans notre design. Maintenant, on va refactorer ces features pour pouvoir les actionner en production, souvent parce que les sources de données ne sont plus les mêmes. On va vouloir s'assurer que toutes les features ont la même définition en entraînement et en production. Sinon, modèle imprévisible. Donc pour ça, nous, on a 2 méthodes. Une première méthode assez simple, c'est qu'on vient exécuter la pipeline de production sur un ensemble de données, et on compare features après features sur leur distribution statistique. Ça permet de lever des gros loups. Deuxième méthode, qui est un peu plus spécifique, on prend un ensemble, un échantillon de données de notre dataset d'entraînement, et on vient l'exécuter sur notre pipeline de prod. En faisant ça, ça nous permet de faire de l'exact matching, ligne après ligne, features après features. Pour faire ça, on peut le faire, on ne peut pas toujours le faire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir faire exécuter notre pipeline de production à n'importe quel point dans le temps, parce que souvent notre dataset d'entraînement s'exécute sur des partitions de données qui ont lieu dans le passé. S'assurer du timing. Donc c'était une des contraintes principales qu'on s'était posées en début de projet. Là, j'ai un petit exemple. La première fois qu'on a développé notre modèle de personnalisation, super modèle, on fait la pipeline de production, et puis un matin, on se dit, bah, ça y est, on va lancer en fait sur nos données de production. Donc on avait 300 millions de lignes à scorer. On a attendu que le résultat du score arrive, et puis à un moment, on s'est dit, bon, en fait, il va nous falloir potentiellement 3 jours pour que le score arrive, pour toutes nos lignes. On n'a pas attendu 3 jours, on a coupé avant. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de techno. On est passé d'un modèle qui était sur une seule machine, en NGBoost, sur une technologie Spark, et finalement, à la fin des fins, on
scorer en moins de 20 minutes en allumant le bon nombre de machines notre pipeline. Ensuite, c'est la bonne étape pour mettre les contrôles et les alertes. Donc là, on va vouloir exécuter ou pas la pipeline, la lancer, en fonction des données qui vont arriver. On n'est pas souvent maître des données qui servent à la création de nos features, par contre, on peut les contrôler. Mettre des alertes, bien sûr que ça ne se déclenche pas, mais on veut être aussi alerté. Et puis aussi, on va profiter d'être dans cette pipeline pour mettre quelques points, un peu quelques breakdowns, où on va vouloir se mettre à certains points et vérifier, par exemple, qu'on a suffisamment de lignes à scorer aujourd'hui. S'assurer que le volume de scorer est de temps. Voilà, on va mettre quelques alertes comme ça qui vont nous permettre de contrôler ce qui se passe en production. La dernière étape qu'on fait, quand elle est possible, c'est qu'on propose des interfaces, généralement des web apps, de test à nos métiers. On l'a fait par exemple pour la reco produit, où quand on a fait nos premiers algorithmes de reco produit, on donnait aux utilisateurs métiers en entreprise la possibilité de naviguer dans le catalogue et de voir immédiatement les résultats des algorithmes de recommandation produit. Ça nous a permis en fait de collecter un bon nombre de feedbacks. Alors, certains qui nous ont permis de réalimenter l'étape précédente de design, beaucoup qui nous ont permis de rajouter les surcouches métiers dans notre pipeline de production. En production. Donc là maintenant, ça y est, on y est. Ce qu'on veut, c'est anticiper les problèmes, être proactif. Donc la première chose, c'est d'être capable de tester, tester et tester. Avant de mettre en production, il faut définir comment on va tester notre algorithme, comment on va tester notre modèle. Et dans les tests, en fait, il y a deux choses importantes. Il faut tester, en tant que data scientist, son modèle. Donc on va vouloir s'assurer que les performances de notre modèle sont au moins similaires en production que ce qu'on avait en entraînement. Puis on va vouloir le suivre dans le temps pour s'assurer que ça ne dévie pas. Et si ça dévie, il va falloir qu'on prenne des décisions. L'autre chose, c'est qu'on ne fait pas de la data science pour faire un modèle, on fait de la data science pour répondre à une problématique métier. Donc il faut également tester le métrique final du métier, le ou les, bon, c'est mieux qu'on n'en a qu'un seul. Donc si c'est le ROI, si c'est le chiffre d'affaires incrémental, si c'est la marge incrémentale, peu importe, mais en tout cas il va falloir le tester. C'est un projet qui doit vivre, donc il faut prévoir les réentraînements. Réentraînement, ça ne veut pas forcément dire j'améliore mon modèle, je rajoute des features et autres. Ça veut tout simplement dire je le réentraîne sur des données un peu plus fraîches. Et ça, d'expérience, plus on en fait sur un projet, et plus c'est facile de le faire. Et moins on le fait, et plus à chaque fois c'est complexe de se remettre dedans, de recréer un dataset pour réentraîner et redéployer. Avoir un mécanisme de rollback, parce que ça arrive aussi dans le monde de la data science, malgré tous les contrôles que l'on a mis en place jusqu'à présent, quelquefois ça ne marche pas. On a eu l'exemple l'année dernière où on a une web app qu'on met à disposition du marketing, ils choisissent une marque et ça leur produit les membres les plus appétents à cette marque pour faire du marketing sortant. Et suite à une mise en production, on s'est rendu compte que les volumétries étaient très faibles, trop faibles. Donc on n'avait pas le loisir d'analyser à chaud, parce que c'est une application qui est extrêmement utilisée par le métier. Donc on a rollback notre projet, et puis on a pu analyser à froid ce qui s'était passé. Rollback un projet data science, c'est pas si simple. On peut rollback le code, mais il faut aussi rollback toutes les structures de données qui font partie de notre pipeline. Donc c'est quand même un exercice qu'il faut anticiper et qu'il faut prévoir à l'avance. Proposer des interfaces de reporting. Donc ça va un peu avec le tester, mais cette transparence que vous voulez avoir avec vos métiers et avec aussi vous-même en tant que data scientist, c'est important. Ça va vous permettre aussi de slicer dans les données, de comprendre les performances du modèle ou les performances au final du projet selon différents ensembles, selon différents axes. Ça permet souvent en fait, de détecter les anomalies ou des pistes d'amélioration. Et enfin, parce que chez Showroom Privé, les data scientists ont le droit de prendre des vacances, c'est bon de partager les connaissances. Donc, nous, on s'est organisé en chacun des projets, on les fait en binôme. Mais il est important de documenter, il est important d'être sûr que lorsque le projet est en production, chacun est capable de l'opérer. Donc pour aller plus loin, quelques conseils qui sont assez simples en fait. Le premier, c'est de mettre en place des checklists. Donc là, on a identifié les grands pavés de développement ou de mise en production d'un projet data science. On a vu quelques étapes qu'il ne fallait peut-être pas rater. Mettre en place des checklists, ça permet à chacun de vérifier qu'à chacune des étapes, on a bien pensé de vérifier ces différents items ou d'autres. 2, automatiser le plus possible. Parce qu'on est des ingénieurs avant tout et puis qu'on n'aime pas faire deux fois la même chose. En général, on code. Donc les tests, tout ce qui peut être automatisé, on l'automatise. Ça permet donc déjà de ne pas faire deux fois la même chose, mais surtout de fiabiliser en fait, le processus de test.
Enfin, rationaliser. Plus on a de projets, et plus on se rend compte qu'on fait les mêmes choses. On calcule les mêmes features. Pour des projets différents, mais dans notre pipeline, finalement, on va les calculer 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le code, c'est pareil. Les modèles, des fois, on a des dépendances entre les différents projets. Par exemple, par rapport aux features, on a un projet en ce moment de feature warehouse où le but est à la fois en design et à la fois en production de mutualiser tous les calculs de features qui sont mutualisables pour éviter du coup à devoir intervenir à différents endroits quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et être sûr que les définitions sont communément partagées. J'étais un peu obligé de rajouter un mème dans ma présentation parce que j'en mets toujours et là j'en avais pas trouvé. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura permis de piocher quelques bonnes idées qu'on a potentiellement détectées dans le passé et de ne pas vous laisser comme Chuck Norris et de tester tous vos codes en production. Merci. Il nous reste quelques minutes. Juste un point, une remarque que tu m'as faite il y a quelques jours que j'ai trouvé absolument géniale, c'est ça paraît compliqué comme ça l'opérationnalisation. Quand on voit toutes les étapes que tu as mis en place, c'est effectivement un processus qui est assez compréhensif, qui est une façon de dire assez complexe. Et il y a une remarque que tu m'as faite que j'ai beaucoup aimée, qui est de dire que l'intégralité des étapes et des actions qui sont illustrées là le sont parce qu'un jour il y a quelque chose qui s'est mal passé parce que ça n'y était pas. Et que tu as vraiment construit sur l'expérience l'ensemble de ton processus pour couvrir tous les endroits où ça a déjà cassé. Oui, exactement. En fait, la plupart des différents points que je vous ai proposés, c'est vraiment des points où à chaque fois on a eu un problème en production, on s'est dit, ok, on a eu ce problème, c'est pas bien, mais il ne faut plus que ça se reproduise. Donc comment on fait pour contrôler et être sûr que demain, sur un autre projet, ou sur le même projet, on ne se retrouve pas dans cette situation. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a le temps pour une question, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, on va gagner 2 minutes sur la session d'après. Parfait. Merci. Merci beaucoup.